Bonjour à tous, à la découverte du développement mobile sans les mots de tête. Sans les mots de tête, c'est ce que j'aurais dû me dire en fait quand je me suis lancé dans une aventure un petit peu folle un week-end à développer mon application, mon projet perso. Donc petite remise en contexte. Moi je suis développeur front, je m'appelle Cyril, je travaille dans une ESN qui s'appelle Canoma. Il y a un stand un peu plus haut, vous pouvez venir les voir. Et du coup, je suis habitué à l'écosystème du web. Et j'avais une petite idée, j'ai voulu développer une application en pensant que ça allait être assez facile, assez rapide. Et en fait, très vite, j'étais confronté à des difficultés, à des problématiques auxquelles j'étais pas habitué et pas préparé. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage Robin qui était là et qui a pu m'aider, j'ai pu lui poser des questions et il m'a donné quelques conseils, quelques astuces qui m'ont permis de me débloquer et d'avancer. Et du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre. Alors bonjour à tous, effectivement je m'appelle Robin Caroff, je suis dev mobile natif, Android et aussi iOS. Je fais ça depuis 2010, donc ça fait un petit moment, hein, la sortie de l'iPhone 1, la première vente de l'iPhone 1 c'était 29 juin 2007, donc vous voyez ça remonte un peu. Et quand on est dans une industrie comme ça depuis un petit moment, en fait j'ai eu l'occasion j'ai pu voir un peu cet écosystème grandir, devenir de plus en plus mature, mais aussi ajouter de plus en plus de spécificités. Et tant bien que je me rends pas forcément compte que pour quelqu'un qui viendrait du web, par exemple, ça puisse paraître, parfois il y a certaines de ces spécificités qui peuvent paraître un peu étranges, voire même franchement bizarres. Et en fait, c'était tout l'intérêt de cette discussion qu'on a eue avec Cyril, c'est-à-dire que j'étais venu un soir vraiment pour donner des petits conseils pratiques qui n'étaient pas du tout basés sur le framework, parce que lui, DevWeb, il est parti sur une implémentation en React Native, alors que moi je suis vraiment sur du développement natif. Mais il y a déjà, au fur et à mesure de nos discussions, plus on discutait, plus on se disait, il y a quand même matière, en étant même agnostique du framework, à faire un talk, à faire une présentation comme ça pour donner ses conseils. Alors du coup, si vous êtes là pour qu'on vous parle des dernières tendances en technologie ou en framework pour faire du développement mobile, c'est pas le bon endroit. Nous, on va vraiment se concentrer sur ces petites discussions que vous pouvez avoir à la machine à café avec vos collègues qui va vous dire « Ah, t'as essayé cet outil-là pour te débugger, c'est pratique ». Donc on est vraiment sur ce genre de conseils qu'on va essayer de vous donner. Au cours de ce talk, on va parler aussi des stores applicatifs. Et ça nous semble important en fait de parler des stores parce que c'est un écosystème en fait auquel on est confronté au quotidien et il se démocratise de plus en plus. Donc il y a le store pour les applications mobiles, c'est une chose, mais après vous avez aussi les stores par exemple pour les extensions navigateurs ou le store sur les plateformes de jeux vidéo pour télécharger vos jeux vidéo. Il y en a énormément qui existent. Les OS que vous utilisez sur vos laptops, pareil, il y a une fonctionnalité de store pour les applications. Et donc, être sensibilisé à cet écosystème, en fait, c'est des armes, des éléments qui vont vous aider plus tard à affronter cet écosystème, en fait, le jour où vous y serez confronté. Du coup, on va commencer par la fin. Ça paraît assez bizarre de dire ça, mais on va parler du déploiement en premier. Pourquoi le déploiement? Parce qu'en fait, c'est une des parties qui va demander le plus de temps. Donc, on schématise très rapidement pour le web. Moi, ce que j'en vois, c'est comment je me représente le déploiement. On a une équipe de développement qui va travailler sur un site web, une application. Ça compile, on dépose ça sur un serveur. De l'autre côté, vous avez vos utilisatrices et utilisateurs qui vont pouvoir accéder à ces ressources. Et puis voilà, ça s'arrête là, ça prend pas spécialement beaucoup plus de temps, etc. Quand on est sur du mobile, en fait, on va se rendre compte que ça va légèrement différer puisqu'il y a un tiers qui va apparaître et ce tiers, c'est le store applicatif. Alors effectivement, sur mobile, c'est pareil, mais en différent. Alors, ce qu'on vous affiche là, c'est comment ça se passe sur Android et sur iOS, mais vous allez voir qu'en fait, c'est très similaire. Au départ, comme sur le web, on a une équipe de développement qui produit du code. Ce code, il est ensuite compilé et il est bundlé en une archive. Alors sur iOS, on va parler d'une archive. Sur Android, plus récemment, on parle plutôt d'un bundle. Et en fait, c'est une archive qui est signée. Alors quand on veut mettre en production, on signe avec un certificat de production. Et là déjà, premier petit warning, certificat de production à ne pas perdre. Parce que si ensuite on souhaite mettre à jour son application en production, si on n'a plus ce certificat, on va être embêté. Donc voilà, une fois qu'on a cette archive signée, on la dépose sur les interfaces de gestion des magasins d'applications. Et là, il y a un temps d'attente. On va y revenir, il y a un petit temps d'attente des stores jusqu'à ce que l'application soit validée.
Une fois que l'application elle est validée, ça y est, elle est disponible. Les utilisateurs peuvent la rechercher via les applications de l'App Store, du Play Store pour iOS et Android. Et à partir de là, ils peuvent télécharger votre application. Ils peuvent télécharger en fait une version optimisée de cette application. Optimisée, c'est qu'en fait, à la volée, on va fournir un livrable, alors un APK dans le cas d'Android, un IPA dans le cas d'iOS, sur lequel les magasins vont optimiser. Vous allez avoir les ressources seulement qui correspondent à votre local, à votre densité d'écran. Donc voilà, il y a une petite optimisation à ce niveau-là. Le point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est cette étape de validation. Parce que comparé au web, là, il y a un élément il y a un moment où vous n'avez plus la main, vous n'avez plus la maîtrise. Va falloir, parfois il faut plusieurs tentatives, on va y revenir un petit peu après, pour que votre appli soit validée par les stores. Et je vous donne une petite anecdote comme ça. En général, comment ça se passe? Une première mise en production, c'est à peu près une semaine de validation pour une application, si ça se passe bien. Et pour une mise à jour, ça peut être de l'ordre de quelques heures à 1 ou 2 jours. Ça, c'est le cas nominal. Voilà, j'ai quand même, comme je vous ai dit, ça fait un moment que je fais du mobile. J'ai l'habitude d'avoir eu des soucis à ce niveau-là, et j'ai quand même eu, malgré tout, j'ai beau prendre des précautions, malgré tout, j'ai eu une mésaventure il y a de ça 1 an. J'ai fait l'appli du DevFest Nantes, et 1 mois avant je me dis, allez, au moins 1 mois avant la conférence, je mets l'appli en prod. Enfin, j'envoie l'appli en review au Play Store, et le Play Store a mis 1 mois à me valider la première version de l'application. Et pendant 1 mois, j'étais pas resté les bras croisés, j'avais continué à bosser sur d'autres fonctionnalités, et j'ai voulu tout de suite publier une mise à jour de l'application, mise à jour qui a été validée quelques jours après la conférence. Donc voilà, donc à peu près 1 mois de boulot à la poubelle. Donc voilà, même quand on a l'habitude de ce problème, et ben on peut se faire surprendre. Et donc là, premier point d'intention, ce qu'on vous recommande vraiment de faire, c'est d'envoyer une version en validation le plus tôt possible, quitte à ce qu'elle ne soit pas publiée, mais pour démarrer le dialogue déjà avec les magasins d'applications et pas se faire surprendre par l'aspect timing. On va enchaîner sur l'hébergement. Donc pareil, on va faire un peu le parallèle entre le web et le mobile. Donc moi, ce que je me représente du web et de l'hébergement, quand on veut déployer, héberger une application web, on a un Raspberry, un NAS, on a un abonnement chez un hébergeur de cloud, etc. Vous avez, en gros, à part payer la facture ou payer le hardware, en fait, vous avez rien d'autre. C'est-à-dire que le serveur, il vous appartient, vous avez de compte à rendre à personne, vous mettez ce que vous voulez dessus. Si vous cassez votre serveur, c'est vous qui devez réparer, etc. Vous pouvez mettre le code que vous voulez, et tout en respectant normalement la légalité. À partir du moment où on va être dans l'écosystème du mobile, là, ça va différer, puisqu'il va falloir montrer en fait patte blanche auprès des stores pour que votre application puisse être hébergée chez eux. Alors en fait, sur le mobile, il y a plusieurs manières de déployer une application. On peut évidemment le faire de manière manuelle, mais il y a quand même beaucoup de limitations à ça. C'est un peu compliqué. Si vous voulez pouvoir déployer à plusieurs utilisateurs. Donc je ne vais pas trop l'évoquer. De toute façon, vous êtes fortement découragé de le faire. On peut on peut avoir des magasins d'applications privés. Donc c'est ce qu'on vont utiliser les entreprises en général pour déployer des applications d'outillage, par exemple, pour leurs collaborateurs. Et puis la manière la plus connue, c'est de distribuer via les magasins d'applications. Donc les plus connus pour Android, ça va être le Play Store, et pour iOS, ça va être l'App Store. C'est pas les seuls qui existent. Il y a d'autres stores qui existent. Et comme l'a dit Cyril, là, il y a vraiment cette notion de quand vous publiez sur un store, vous n'êtes pas chez vous. Et comme vous n'êtes pas chez vous, vous devez suivre les règles. Et en fait, l'élément à retenir vraiment ici, c'est que c'est pas parce que le code il compile que pour autant ça va être accepté. Les magasins d'applications vont avoir un droit de regard sur ce que vous faites exactement, quel type de données vous collectez, qu'est-ce que vous en faites, quel genre de permission vous demandez. Et puis ça peut également aller de guidelines sur l'UI de votre application. Et il n'y a pas que le Play Store et l'App Store qui font ça, il y a plein d'autres stores qui existent. Alors par exemple sur Android, on pourrait citer APK Mirror, et eux leur règle ça va être, si vous voulez publier sur APK Mirror, il faut que votre app soit open source. Il va y avoir le Huawei Store où en fait dans les prérequis ça va être de ne pas utiliser les Play Services mais les Huawei Services. Donc voilà, chaque store vient avec un petit peu ses propres guidelines, et du coup on pourrait vraiment s'interroger là sur mais alors pourquoi on s'embête avec ce modèle là? Il a quand même un intérêt, ce modèle des stores. Et cet intérêt, c'est le fait d'être un peu le tiers de confiance. C'est-à-dire que comparé au web, là, pour télécharger votre application mobile, vous n'allez pas sur un serveur que vous ne connaissez pas à télécharger un code qui va venir s'exécuter sur votre terminal.
il y a quand même la notion de tiers de confiance du store qui à un moment a mis un petit coup de tampon à dire ok, cette appli pour nous, elle est valide. Et ça se retrouve aussi sur d'autres fonctionnalités, comme par exemple les solutions de paiement, où ça va être sécurisant pour les utilisateurs de se dire, bah, moi j'ai associé avec mon compte Apple, avec mon compte Android, et du coup je gère très facilement mes abonnements, j'ai pas besoin de rentrer une nouvelle fois mes informations de paiement sur un site. Et puis à l'inverse, pour le développeur, ça simplifie un peu la vie parce qu'il y a déjà tout l'outillage pour mettre en place ces solutions de paiement. Si vous êtes assez au courant de ce qui se passe au niveau législatif européen, vous avez sûrement entendu parler du DSA et DMA, donc Digital Services Act et Digital Market Act. Le DMA ici, c'est celui qui nous intéresse, puisqu'en fait, ça veut lutter contre la position de monopole. Donc, ces situations de plusieurs stores applicatifs présents va tendre à être de plus en plus présents, en tout cas sur nos téléphones. On va maintenant voir qu'est-ce que c'est exactement le store. Et pour ça, en fait, on va revenir sur mon projet perso, ma petite application. Donc j'ai l'idée, je fais mon code. Le samedi midi, hop, j'ai mon code qui fonctionne, c'est très rapide. Et je me dis, bah chouette, je vais la déposer et puis pouvoir tester ça ce soir. J'arrive sur mon magasin, sur le back-office des stores applicatifs. En fait, on a un accès à une console particulière. Et là, en fait, je me retrouve face à une interface à laquelle, en fait, j'étais pas préparé. Cette interface, elle va commencer à me demander en fait de poster des images à une taille spécifique, un texte descriptif, des vidéos. Donc en fait, tout un aspect marketing. Moi, c'était juste un projet perso en passe-temps pour faire un petit utilitaire pour jouer à des jeux de société. J'avais pas du tout pensé à ça et j'en ai pas l'utilité en fait. Pareil, on va me demander en fait des politiques de confidentialité. Ouais, mais moi je gère pas de data, mais quand même il faut fournir ce genre de truc. Donc en fait, je n'avais même pas conscience, avant de me lancer dedans, que j'allais avoir besoin de remplir ce genre d'informations. Voilà, donc en fait, ça c'est un élément qui a beaucoup évolué ces dernières années, la console, mais aussi à cause il y a aussi un aspect juridique. Par exemple tout ce qui va être autour du RGPD. Donc aujourd'hui, on a les stores pour montrer patte blanche par rapport à ça. Ils vous demandent de remplir des formulaires pour déclarer quel type de données vous utilisez, comment vous les transférez, comment vous les stockez, est-ce qu'ils sont transférés à des tiers. Et puis également sur les contenus, vous avez aussi des formulaires sur les contenus. Ça va être un peu pour être en accord avec le DSA dont a parlé Cyril tout à l'heure. Et donc voilà, et puis tout l'aspect marketing, la gestion des relations avec les utilisateurs, donc tout ce qui va être les reviews. Donc c'est vraiment une partie de l'écosystème qui a vraiment gagné en maturité beaucoup ces dernières années. Et du coup, concrètement, faire du développement mobile pour le hobby, ça devient en vrai de plus en plus compliqué en passant par ces stores déjà présents. On aborde très rapidement le cycle de vie. On est un peu à la bourre sur le chrono. L'idée du cycle de vie, en fait, c'est quoi? C'est qu'à un même moment, vous allez avoir plusieurs versions de votre application qui vont coexister entre elles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser rétrocompatibilité, tout simplement. Donc, à partir du moment où vous faites un ajout de fonctionnalité qui est peut-être breaking, pensez que vous avez d'autres utilisateurs qui ont des versions inférieures. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas forcer les utilisateurs à mettre à jour leur application. Dans le cas généraux, on peut, via certaines astuces, mais on va leur imposer en fait une utilisation dégradée de votre application. Donc, retenez bien ça, rétrocompatibilité. Pour terminer, qu'est-ce que moi ça m'a apporté? Déjà, le store applicatif, maintenant, je suis beaucoup plus armé face à ça. Je sais comment l'utiliser, comment interagir avec. Cette application, je l'ai menée jusqu'au bout. Elle est disponible sur le store Android. Elle est payante. Elle m'a rapporté déjà un peu d'argent qui a pu rembourser les frais que j'ai pu investir dedans. Donc voilà, j'ai eu cette finalité-là. Pareil, connaître l'utilisation des stores, moi, ça m'a permis derrière de développer des extensions de navigateurs qui se retrouvent exactement dans cette même contrainte, cette même écosystème. Donc ça m'a été utile. Et si on avait certaines petites notion à vous passer et à conserver, ce serait celle-ci, donc de bien anticiper, de bien vous préparer en amont sur la partie marketing, par exemple, juridique, et puis de penser la rétrocompatibilité comme on vient de le voir. Voilà, si ça vous a intéressé, sachez qu'on a une version plus longue de ce talk qu'on a déjà fait, où on aborde des choses comme les tests, oui, un peu plus en détail le cycle de vie ou le processus de review. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On est très preneurs de retours si vous avez aimé, mais surtout si vous n'avez pas aimé, dites-nous pourquoi. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je ne sais pas si on a le temps pour prendre des questions. On n'a pas le temps pour prendre des questions, mais on est là toute la journée, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Merci.